Bonjour, je m'appelle Maxence, je suis l'auteur du blog culture10.com. J'ai une dyslexie dysorthographie, j'ai eu une scolarité un peu compliquée, mais je me suis accroché pour contourner mes difficultés. En partant de mon expérience, j'aide les personnes dyslexiques et les parents à mettre en place des outils et astuces. Je m'appelle Eugénie Petit-Lédier, je suis franco-canadienne et maman, orthopédagogue, formée à l'Université au Québec en enseignement en adaptation scolaire et sociale et depuis 2012, je travaille avec les élèves francophones à l'étranger. Plus précisément, depuis 2018, en téléorthopédagogie avec AIDEOR. Nous faisons voyager les pratiques d'enseignement et d'apprentissage efficaces pour permettre de mieux comprendre tous les élèves et de les amener à atteindre leur plein potentiel. Dans ce podcast, nous voulons mettre en valeur les parcours scolaires atypiques pour mieux comprendre le vécu des élèves et de leurs familles. Surtout, de montrer sous un jour positif que malgré des difficultés ou des troubles d'apprentissage, c'est possible de réussir. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Maxence. Maxence, peut-être que tu veux te présenter pour notre premier épisode. Bonjour, déjà je suis super content d'enregistrer ce premier épisode de podcast. Donc je m'appelle Maxence Vignier, j'ai 20 ans, je suis étudiant dyslexique et dysorthographique. Co-auteur de notre podcast. Je suis ravie qu'on monte ce projet-là ensemble, Maxence. Du coup, on commence aujourd'hui par m'interviewer moi, puisque j'ai eu un parcours assez étroit avec la dyslexie, dysorthographie, avec les troubles des apprentissages. Aujourd'hui, j'ai créé un blog et c'est comme ça que j'ai pu rentrer en contact avec Eugénie et qu'on a choisi de faire ce podcast ensemble. Tout à fait. Maxence, d'où viens-tu? Veux-tu nous parler un petit peu là, de ton parcours? Oui, du coup, je suis français. J'ai vécu toujours dans la même ville, à part pour mes études supérieures, mais pendant 18 ans, j'ai vécu à Orsay, donc c'est au sud de Paris. C'est une ville super calme et j'ai eu la chance d'avoir une enfance où j'ai pu courir dehors parce que j'habitais pas non plus dans une trop grande ville, donc je pouvais m'amuser avec mes amis dehors. Et ça, je pense que ça a été hyper important, même pour ma scolarité et pour m'épanouir dans mon enfance. Tout à fait. Et là, maintenant, où est-ce que tu es? Donc maintenant, je suis en études supérieures. Je suis à Grenoble, donc c'est une ville de province. Et c'est aussi super sympa parce que ça me permet d'être proche de la nature et de pouvoir aller au ski régulièrement. Donc c'est proche des montagnes. Tu aimes la nature, tu aimes les activités là, de plein air. Ouais, à fond. Franchement, depuis que je suis petit, j'ai énormément de chance d'avoir été près de la nature et de pouvoir découvrir plein de choses, de pouvoir faire des balades en vélo. Et vu que je suis quelqu'un de hyper sportif, c'est aussi quelque chose qui a pas mal contribué à diversifier mes activités et à pas que penser à l'école tout le temps, vu que ça se passait pas toujours hyper bien à l'école. C'est vraiment nécessaire, hein, de changer les idées et de vivre des réussites ailleurs. Et là, en ce moment, est-ce que tu pratiques un sport en particulier, justement? Du coup, je pratique la boxe, le kickboxing depuis 10 ans. C'est de la boxe pied-point, du coup, ça fait travailler un peu tout le corps et c'est un sport qui permet à la fois de se défouler et de prendre confiance en soi, d'être plus calme et serein dans la vie de tous les jours. Ça fait 10 ans que j'ai commencé à boxer, donc maintenant ça fait vraiment longtemps. Et dans mes premières années, j'ai vu une énorme évolution sur mon état d'esprit, ma manière de me sentir même auprès des autres. Et en même temps, ça permet de socialiser, mais dans un contexte différent des études, de l'école. Des fois, du coup, quand on est en situation de handicap ou qu'on a une dyslexie, c'est un peu plus difficile, on se sent moins à l'aise dans certains milieux comme l'école du coup ou les études. Et la boxe, ça permet de rencontrer d'autres personnes, d'être dans un autre contexte et donc de pas être toujours confronté à l'échec. Tout à fait, hein, de rencontrer des gens avec le même centre d'intérêt, puis encore là, de vivre des réussites, là, c'est C'est très ça. concret, là.
Ça se pratique à deux, c'est ça? Est-ce que tu t'entraînes aussi Ouais, ouais, seul? ouais, c'est toujours à deux, que ce soit sur quand on travaille la technique ou quand on fait des combats du coup. Et ça fait aussi 10 ans que je fais des compétitions. Pour moi, ça a toujours été important de combattre et d'essayer d'être le meilleur parce que quand j'étais petit, j'adorais le sport, toujours maintenant, et j'ai toujours eu un esprit de compétition. Compétition. Mhm. Donc, ça m'a permis de développer ça et d'apprendre un petit peu aussi le goût de l'effort parce qu'on n'est pas toujours dans des situations faciles. C'est un sport qui est assez difficile, notamment la préparation des combats, elle est assez difficile. Il faut perdre le poids avant les combats, donc il faut faire preuve de pas mal d'autodiscipline. Discipline, oui. Donc ça m'a beaucoup enrichi aussi, je pense, de ce côté-là. Comment t'as découvert ce sport-là? Alors, quand j'étais en primaire, je me battais souvent à l'école. Ouais, j'aimais bien me battre, enfin j'aimais bien, ouais, je pense que j'aimais bien me battre avec mes camarades. Quand il y en a qui m'embêtaient, j'étais parfois un peu violent, je pense. Et à ce moment-là, j'allais voir une psychologue parce que ça se passait très mal à l'école. Et j'ai été en phobie scolaire durant ma primaire, durant le début de ma primaire. Et du coup, j'allais voir une psychologue à ce moment-là. Et elle a conseillé à mes parents de m'inscrire à la boxe. Et on a découvert qu'on avait un club de boxe dans notre ville. Et c'est comme ça que j'y suis allé. Et j'avais tellement hâte de commencer la boxe à cette époque-là que j'avais fait un calendrier de l'avant où je cochais chaque jour qui séparait le premier jour de boxe. Wow! Ça a été vraiment une belle recommandation, hein? Ouais, ouais, franchement, ça a Hmm. été extrêmement bien vu de sa part de me conseiller ce sport. Et avant, je faisais déjà du rugby, donc déjà un sport de contact un peu. C'est vrai. Et là, tu as commencé à nous parler un peu de ton vécu. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu justement ta scolarité au primaire? Ça nous Oui, intéresserait de oui. comprendre. Du coup, ma scolarité, alors, ça a bien commencé. Je me rappelle que même en maternelle, ça se passait bien pour moi. En CP, quand je suis entré, donc en première année d'école primaire, ça se passait aussi bien. J'étais hyper content à cette époque-là d'aller à l'école parce que je me rappelle, je n'arrêtais pas de dire à mes parents que je voulais pouvoir lire tout seul, comprendre ce qu'il y avait dans les bandes dessinées, vu qu'à l'époque, moi, j'ai plein de cousins et quand on va dans notre maison de vacances, il y a plein de BD, de Picsou à lire, de Picsou géants, on en a plein, 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 et tout le monde peut lire vu que je suis le plus petit, sauf moi. Du coup, j'avais hyper hâte d'apprendre à lire. Et c'est ce qui a commencé à bien se passer en début de CP parce que j'avais une maîtresse qui était hyper compréhensive et très stimulante. Sauf qu'elle est partie en congé maternité au milieu du CP environ, au bout de quelques mois. Et là, ça a commencé à moins bien se passer. Il y avait une remplaçante qui était plus dure avec moi. Et quand je réussissais pas des exercices, elle était pas du tout conciliante. Et donc petit à petit, je suis un peu tombé dans un engrenage où je réussissais de moins en moins euh, à rentrer dans la lecture et l'écriture. Et du coup, elle me punissait à chaque fois. Et en fait, j'étais puni sous le préau et je pouvais pas aller en récréation avec les autres parce que j'avais pas fini mes exercices. Et du coup, pour moi qui adorais me dépenser, courir partout, bah, c'était dur de voir les autres jouer et de pas pouvoir aller avec eux. Donc ça, c'était vraiment très difficile pour moi. C'était au moment du CP. Ensuite, il y a eu le CE1, pareil, ça s'est très mal passé aussi. Je voulais plus aller en cours. Fin CP et CE1, je voulais plus aller en cours. Il y a des fois où je loupais l'école parce que je me sentais pas bien du tout. Une fois, je suis allé en cours et j'arrivais plus à faire pipi, j'arrivais plus à uriner, tellement j'étais stressé bah, j'étais tout le temps stressé. En fait, j'avais que des mauvaises notes. Euh, je voyais les autres qui avançaient et moi, en fait, j'ai pas énormément de souvenirs hyper clairs de cette époque, mais j'ai l'impression qu'en fait, je passais mon temps à rêver
et à pas être présent en fait. C'est comme si j'étais en classe mais que j'étais pas présent, que je Tu pensais voulais à autre chose. éviter peut-être, éviter des sentiments désagréables, hein? C'est ce qui se passe des fois. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression que je fuyais un peu la réalité. Je pensais à d'autres choses en fait. Et donc j'ai été diagnostiqué, je pense, autour de fin CE1, quelque chose comme ça, le plus tôt possible pour la dyslexie. Je suis allé voir une orthophoniste ensuite, une psychologue. En CE2, ça a commencé à mieux se passer, donc au milieu de la primaire. Enfin, mieux se passer, c'était toujours très difficile pour moi. Euh, et puis petit à petit, au CM1 et CM2, c'était de mieux en mieux parce que les professeurs, ils étaient quand même assez compréhensifs. Euh, j'ai eu des premiers aménagements qui ont été mis en place et la rééducation orthophonique, même si dans des cas de dyslexie assez sévères comme la mienne, euh, c'est pas du tout quelque chose de magique qui va éteindre la dyslexie d'un coup. Ça prend énormément de temps, c'est beaucoup d'efforts, c'est 2 séances par semaine, donc c'est un investissement pour l'enfant. Moi, je me souviens que je voulais plus y aller au bout d'un an ou deux et j'avais dit à ma mère que je voulais plus y aller. Et je pense qu'elle a eu la bonne réaction. Elle m'a dit bah t'en parleras avec ton orthophoniste et elle m'a dit bah non, enfin elle m'a fait un exercice et elle m'a montré bah tu vois bien que tu as encore tes difficultés et que c'est pas du tout rétabli. Du coup j'avais compris que bah 2 ans ça allait pas suffire ou un an et demi. Et effectivement au final j'ai fait 10 ans d'orthophonie et même après ça j'ai toujours j'ai toujours la dyslexie. La dyslexie elle disparaît jamais. C'est tout, ça reste toujours. Il y a plein de choses qui restent pas automatiques malgré que le trouble puisse être compensé. Donc voilà, je suis arrivé en fin de primaire, j'avais un niveau qui était largement en dessous de celui de mes camarades, euh, mais je m'étais sorti de cette phobie scolaire, notamment grâce parce Mhm. que j'étais aussi dans un groupe euh, avec une psychologue de parole où je pouvais parler, ou après j'avais des séances que avec elle où on débriefait sur tout ça. Donc grâce à tout ça, à l'accompagnement de mes parents, j'ai réussi quand même à sortir de la phobie scolaire, même si scolairement, ça restait très compliqué. Et donc ensuite, je suis allé en collège. Je pouvais pas aller dans mon collège de secteur parce que j'avais pas du tout le niveau. Mais du coup, enfin, j'aurais pu y aller, mais je pense que ça aurait été extrêmement difficile parce que quand je suis arrivé au collège, je savais pas lire ou quasiment pas lire. Donc à 10 ans, autour de 10 ans, je lisais quasiment pas. J'avais pas encore lu de livres. Et du coup, je suis allé dans un dispositif Ulysse TSLA. C'est un dispositif qui permet de lier à la fois un accompagnement spécifique pour l'élève, avec un professeur spécialisé, coordinateur d'Ulysse, qui a une formation sur les troubles 10, et à la fois des phases d'inclusion en classe où l'élève il est mis dans une classe normale, entre guillemets, donc traditionnelle, où il peut se faire des amis, essayer de s'épanouir, et il y a cette garantie en plus que les aménagements vont être réalisés, puisqu'on sait que là, dans beaucoup d'établissements, des fois il faut se bagarrer avec les professeurs pour appliquer les aménagements, malgré que bien sûr il y ait des professeurs qui le fassent, il y en a plein, mais il y en a aussi malheureusement qui sont un peu récalcitrants. Et donc ça a permis de comment dire, continuer à être dans un système et ne pas forcément être mis de côté. Donc continuer à être dans une classe traditionnelle, à garder un peu les repères qu'on a en primaire, de pouvoir se faire des amis et en même temps d'avoir un accompagnement spécialisé, des cours en plus et cette garantie que y ait l'enseignant de coordinateur Ulysse qui puisse intervenir parfois auprès des professeurs qui sont censés être un petit peu plus sensibilisés puisque dans cet établissement il y a un dispositif Ulysse. Donc c'est juste 10 élèves dans un établissement traditionnel sur tous les niveaux. Donc j'ai fait 4 ans dans ce dispositif et ça m'a énormément aidé, même si au début ça a été très difficile, notamment sixième, cinquième, dû au retard que j'avais. Donc il y a pas mal de bases que j'avais pas réussi à assimiler en primaire qui sont très importantes, les tables de multiplication, la conjugaison.
que je connaissais pas du tout et dont j'ai toujours un petit peu de mal aujourd'hui. Et, et voilà, donc le collège, c'est bien passé finalement, même si c'est vrai qu'en sixième, je me souviens qu'en sixième, du coup, j'ai lu mon premier livre et c'était hyper, j'étais hyper fier de moi, mais en même temps, c'était hyper difficile. J'ai mis Est-ce- peut-être un an à le lire parce que je lisais au début, je lisais, je sais pas, quelques lignes, une page par jour, grand max. Et petit à petit, en me forçant, grâce à la rééducation orthophonique, tout simplement en me forçant à lire et en prenant confiance en moi, parce que ça c'était hyper important aussi, j'arrivais à lire plusieurs pages et ouais, j'étais hyper content. J'ai pu lire toute une série de livres ensuite au collège et tout. Est-ce que tu te souviens que c'est quoi les livres? Ouais, c'est Percy Jackson. C'est Ok. justement, je crois que dans l'histoire, c'est un dyslexique et en fait c'est un mélange entre enfin, c'est un jeune qui va dans une école et en fait c'est mélangé avec la mythologie grecque. Et du coup, Hmm. c'est avec les dieux grecs et tout, et il va dans un monde avec justement toute la mythologie grecque et tout. C'est hyper bien fait, et hyper sympa pour les jeunes. Ouais, des connaissances en même temps. Hmm. Ouais, ouais, on apprend plein de Avec trucs en même temps. un peu d'aventure. OK, Et intéressant. donc j'ai eu C'était mon une brevet, série, là. T'en as pas juste lu un. c'est ça. Wow. Ouais, c'était hyper bien. Et du coup, après j'ai eu mon brevet. Et je suis allé dans un lycée et cette fois, il y avait plus de dispositif Ulysse parce que c'est très rare dans les lycées. Et par contre, j'avais eu une AVS pendant mon lycée. Ah oui, j'ai oublié de préciser que j'ai mis en place l'ordinateur dès le CM2. Et ça aussi, ça m'a pas mal aidé, même si au collège, des fois, c'était difficile à mettre en place dans certaines matières. Que ce soit, enfin, les profs ont pas du tout l'habitude, du coup parfois ils donnent pas forcément les cours en dématérialisé ou quoi, même si, donc, enfin, même s'ils sont censés le faire des fois ou qu'ils disent qu'ils vont le faire, ils le font pas forcément. Mais en tout cas, l'ordinateur m'a énormément aidé toute ma scolarité, surtout au début à la maison et ensuite je l'ai introduit en classe. En tout cas au lycée, je l'avais systématiquement avec moi. Et vu que j'ai eu le temps d'apprendre à taper au clavier dans les années précédentes, j'étais plus performant avec et c'était vraiment, ça me permettait de contourner mes difficultés, de lire les textes, les faire oraliser, donc avec des écouteurs, si j'étais en classe, j'avais besoin d'oraliser une consigne, La de synthèse dicter vocale, ouais. la synthèse vocale, de dicter si j'avais besoin d'une dictée vocale pour les productions écrites un peu plus prédicteur orthographique aussi. Tu J'utilisais, ça me permet. t'enregistrais, tu t'enregistrais et du coup, ça Oui, il y s'écrivait, a, c'est ça? ouais, c'est ça, la dictée vocale, je parlais et ça s'écrit tout seul. Après, Mhm. bon, ça a pas mal évolué maintenant, il y a pas mal de choses qui ont changé. Notamment quand je vois les logiciels que j'utilisais à l'époque, des fois il y en a qui étaient un peu pas très performants, mais pourtant ça a changé beaucoup de choses pour moi et ça m'a permis de voir la rédaction vraiment différemment. Je me rappelle la première fois que j'ai utilisé la dictée vocale, donc le fait de dicter et ensuite le mot s'écrit, la phrase ou le paragraphe, et j'étais hyper surpris, j'étais hyper content de pouvoir enfin pouvoir exprimer un peu ma créativité, alors que à la base, je pouvais écrire beaucoup moins que les autres et j'étais un peu contraint par le fait que j'ai du mal à passer à l'écrit à chaque fois. Et du coup, c'était hyper stimulant pour moi. Mm. Et donc, quand je suis arrivé au lycée, je me rappelle que pendant les premières semaines, il n'y avait pas encore mon AVS et, euh, et du coup, personne ne voyait que j'étais dyslexique. Du coup, je me sentais vraiment hyper bien. Pour la première fois, j'avais l'impression d'être un peu comme les autres, vu que j'avais réussi à rattraper pas mal de retard au collège. Du coup, début lycée, je me sentais un peu ouais, comme un élève normal pour la première fois et c'était je me sentais ouais, hyper bien d'avoir un petit peu gommé les différences, au moins en surface, parce que en réalité,
quand il fallait faire du français et faire des productions écrites, on se rendait vite compte que je faisais beaucoup de fautes et que mon contenu il n'était pas encore comme celui des autres élèves de mon âge, mais sur certains points, j'avais quand même réussi à rattraper un peu quelques bases euh, que j'avais pas réussi à assimiler durant mes premières années d'école. Et donc petit à petit, j'ai réussi à avoir des notes de mieux en mieux, à m'intéresser aux cours. Franchement, au lycée, j'ai eu des super profs. Ça compte énormément. Des profs qui aiment transmettre, qui sont passionnés par leur matière. Ça, je pense, que c'est ça qui fait énormément de différence. Du coup, même si on les écoute et qu'on prend pas forcément des notes, on se souvient ensuite et du coup, quand on révise à la maison, ça fait écho avec ce qu'on a entendu en classe. Nous aussi, on finit par se passionner par leur matière. Notamment, moi, j'avais un prof d'économie que j'ai trouvé super bien et je pense que c'est grâce à lui que je me suis orienté vers économie, marketing, commerce par la suite. J'ai commencé à lire des livres d'économie et tout quand j'étais au lycée parce que le prof, je le trouvais super bien. Et, et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi quand même à avoir le bac en général. Enfin, maintenant, je sais que ça n'existe plus, mais j'étais en filière économique et sociale. Et j'avais eu mention bien au bac et j'étais hyper content. Et du coup, ça m'a rappelé un souvenir que j'avais eu d'une anecdote que j'avais en CP où j'étais allé voir une psychologue et elle m'avait dit que l'école elle était obligatoire jusqu'à 15-16 ans, jusqu'à 16 ans. Et je me rappelle, je lui avais dit que de toute façon, dès que j'avais 16 ans, j'allais directement arrêter l'école. Et au final, bah, à 17 ans, j'ai eu le bac et j'avais pas arrêté l'école et je me suis même engagé dans un bac plus 5. Du coup, même si on croit en sixième, en CP ou au début de notre scolarité qu'on va arrêter l'école et qu'on déteste ça, bah, des fois, au bout de quelques années, en utilisant les bons outils, en étant bien accompagné, on peut réussir à prendre goût aux apprentissages, à aimer apprendre et se projeter sur des études par la suite. Hum. Voilà pour mon histoire un peu. C'est Mais tellement un plein beau de... témoignage, là. Maxence, bravo. Tu peux être fier de toi. Puis merci pour ce partage-là. Puis effectivement, on ne sait pas quand on dit ce que l'avenir nous réserve et les personnes qui peuvent être sur notre route qui nous amènent des beaux modèles, une belle confiance qu'on peut réussir dans ce qu'on veut finalement, là. Mm. Ouais, il faut pas lâcher. Et plein de fois, on a failli... Enfin, le nombre de fois où j'ai pleuré au moment de faire des devoirs, où je pensais que j'allais jamais réussir, que j'allais jamais être comme les autres. Bah, au final, ça arrive, mais ça prend énormément de temps. Et ce qui prend aussi beaucoup de temps, et la raison pour laquelle je pense que j'ai réussi à lire un livre quand j'étais en sixième, c'est pas forcément mon niveau qui m'a permis de lire le livre, parce que peut-être que l'année d'avant, j'avais pas un niveau qui était tellement différent, mais c'est aussi la confiance en moi que j'ai réussi à engranger durant tout ce temps, le processus de confiance en toi, de confiance en soi, qui a permis de me dire, allez, j'essaye et je lâche pas et je persévère, et qui m'a permis de lire les premières pages, de passer cette étape difficile et de ensuite continuer. Donc il y a des élèves qui réussiront jamais jusqu'à 15 ans à lire un livre. Il y a des élèves qui beaucoup plus tôt peuvent y arriver. Et en fait, c'est, je pense, beaucoup une question de maturité, de confiance en soi. Et c'est sûr que quand on n'est pas dans un bon écosystème et qu'on n'a pas des choses qui nous donnent confiance en nous à côté de l'école aussi, bah, c'est difficile de se mettre à faire ce genre d'effort. Par exemple, lire un livre quand on est 10 et qu'on l'a jamais fait. Tout à fait. Puis tout le soutien, j'imagine que dans ta famille, on a accepté ça très tôt. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ça? Oui, bah, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de voir énormément de familles, euh, d'exemples de jeunes ou de parents qui me parlent de ça et de me rendre compte à quel point j'ai la chance d'avoir des parents qui ont directement non seulement accepté, mais qui m'ont rassuré, qui m'ont accompagné dans, dans les apprentissages et dans mon trouble.
et qui ont sacrifié beaucoup de choses pour, on se rend pas compte, mais m'emmener à tous les rendez-vous, voir l'ergothérapeute, voir la psychologue, voir l'orthophoniste 2 fois par semaine, les devoirs. J'avais aussi des professeurs à la maison, des fois qui m'aidaient dans certaines matières, donc pas dans toutes les matières, mais des fois pour réviser certains trucs, ou pendant les vacances, on travaillait. Pendant les vacances, j'ai énormément travaillé. À chaque fois, on essayait de rattraper le retard. Durant Tout l'été. ça, ça a été, ça m'a permis de progresser. Et du coup, bah, l'accompagnement des parents, c'est un des leviers principaux qui permet aux 10 de réussir comme les autres, quoi. Mm. Tout dans la sphère familiale, là, de dire que euh, dans tes tâches scolaires, tu vas pouvoir réussir, mais tout à l'extérieur, finalement, là, ce qui se passe, même dans les responsabilités, des fois, la routine à la maison, ça se développe comme ça. Des fois aussi, l'estime de soi, là, les responsabilités qu'on te donne, que tu peux participer, que tu peux Mm. faire des choix. Donc, il y a peut-être tout ça dans l'éducation, là, qu'on t'a donné quand même une place, puis qu'on t'a accordé une confiance finalement là, et de faire des activités qui te mettaient, comme on disait, en confiance. Donc, Ouais. il y a la musique des fois aussi qui aide beaucoup, là. Est-ce que t'aimes-tu la musique aussi? Ouais, bah, j'ai fait du piano quand j'étais plus jeune. Je crois que j'ai fait pendant 3 ans, mais du coup, c'était difficile pour moi, assez difficile d'apprendre par cœur des morceaux et de lire les partitions. Le solfège, en réalité, c'est assez, enfin, il faut avoir quand même une certaine rigueur pour lire le solfège. J'ai appris à lire et c'était, à la fois, je prenais du plaisir à jouer et en même temps, c'était difficile pour moi, d'apprendre par cœur les morceaux et de vraiment prendre du plaisir à jouer à un meilleur niveau à chaque fois. Et là aussi, pareil, au piano, je sentais que je devais fournir beaucoup plus d'efforts que les autres pour réussir à prendre du niveau et prendre plus de plaisir à jouer. Donc, pareil, c'était difficile. Et je sais que la dyslexie, ça peut poser problème aussi pour lire des partitions et tout, dans certains cas. Et en même temps, j'ai vu il y a pas longtemps une conférence de Mila Learn, il me semble, avec un spécialiste qui expliquait que une pratique de la musique, ça pouvait avoir une influence sur le cerveau du 10 positive, et du coup que chez certains musiciens, ça développait certaines parties qui permettent, il me semble, le décodage notamment lors de la lecture. Effectivement, Et il y a une du coup, ça peut corrélation, être. hein. C'est très, très bon, en fait, de pratiquer, effectivement, oui. Il y a un lien avec les mathématiques, donc, Ouais, c'est ça. ça peut être, mais bon, après, chacun, on a nos particularités, puis tu as développé ta voix ailleurs, et puis c'est C'est là ça. que tu pouvais te réaliser à un moment donné, là. On peut pas faire des efforts dans tout, là. La notion de plaisir vient aussi avec la motivation, puis avec quand on s'améliore. Donc, si c'est trop long, des fois, ça se Ouais, peut. c'est difficile quand on est jeune de devoir se forcer à faire quelque chose, de différer le plaisir, de se dire, bon, là, je passe 10 heures à apprendre cette leçon, mais à la fin, je vais arriver à jouer bien. C'est difficile quand on est jeune. Et ouais, c'est vrai que je prenais plus de plaisir à faire de la boxe, du sport et tout. C'était plus sympa, je trouve. Tout à fait. Merci, Maxence. Est-ce que tu aurais un conseil pour terminer pour les gens qui nous écoutent? Du coup, ce que je trouve hyper intéressant, c'est de pouvoir, comme j'ai dit, la dyslexie, elle nous met dans une situation d'échec dans notre système scolaire, parce qu'on est systématiquement confronté à l'écrit. Et du coup, c'est hyper dur pour un jeune d'être systématiquement confronté à l'échec. Et pour sortir de ça, c'est hyper important d'avoir des activités à côté, et de sortir de cette routine où à chaque fois on pourra être l'objet de moqueries à l'école ou quoi, ou voilà, du coup il faut essayer de trouver quelque chose à côté, que ce soit du coup un sport, une activité culturelle ou n'importe quoi, quelque chose qui plaise aux jeunes et qui lui permette de s'épanouir en plus de l'école.
Et ça, du coup, c'est un des éléments qui permet d'enclencher le processus de confiance en soi dont je parlais tout à l'heure et qui permet de pouvoir amorcer amorcer quelque chose de positif. Et tant que cette étincelle, elle n'est pas arrivée, tant que l'élève n'a pas réussi quelque chose, que ce soit à l'école ou en dehors, et du coup, c'est plus facile pour un 10 de commencer ce processus en dehors, de d'apprendre et d'avoir confiance en lui. Donc Tout à pour moi, fait. ça a été la boxe et rapidement j'ai gagné des compétitions, je me suis senti bien dans mon club, je me suis fait des amis à la boxe, j'ai réussi à performer dans quelque chose qui me plaisait et je pense que ça a énormément contribué au fait que bah du coup j'ai commencé à réussir aussi à l'école en parallèle. Merci, Maxence. Alors, on va vous souhaiter de trouver en famille, de faire des activités effectivement en dehors de l'école, puis de toujours garder en tête que c'est possible, qu'il y a toujours des solutions et qu'on continue, on persévère, puis de s'entourer et puis Faut pas baisser les bras et ça va finir par payer tôt ou tard. merci Maxence, on se revoit pour un prochain épisode alors. Merci beaucoup Eugénie, au revoir.